3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Ching est à nos côtés, directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Xavier Chapard de nous accompagner également. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Stratégiste chez LBP AM. Et Wilfried Galland à nos côtés également. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Pourquoi est-ce que Nvidia est l'action la plus importante du monde, nous disent les traders de Goldman Sachs aujourd'hui? Je crois qu'ils ne sont pas les seuls à le penser. Et comment cette action est devenue la plus importante du monde quand il y a encore, un an ou un an et demi, Nvidia n'était qu'une action technologique parmi d'autres? En fait, Nvidia, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est un des moteurs des marchés depuis 18 mois en fait. Et c'est le représentant d'un écosystème assez extraordinaire. C'est-à-dire que Nvidia est aujourd'hui dans une position assez incroyable, une espèce de triptyque magique, où vous avez des produits qui sont indispensables pour développer le service que tout le monde veut développer, qui sont uniques en termes de performance et pour lequel vous avez des clients qui sont les plus riches du monde. Bon, en termes de triptyque, vous êtes pas mal. Et en fait, le poids désormais de la thématique intelligence artificielle autour non seulement des marchés, mais globalement, on en reparlera probablement, de l'économie, de l'impact sur la productivité, fait que d'une certaine manière, Jensen Huang is the new Jérôme Powell. C'est-à-dire, en fait, jusqu'à présent, on s'attendait à ce que... Plus fort que Jérôme Powell. C'est ça, jusqu'à présent, on attendait les conférences de presse de la Fed et de son président pour nous donner pour nous donner la thématique générale, l'environnement, comment est-ce qu'on allait pouvoir se positionner de façon économique, financière dans le monde un peu incertain dans lequel on vit. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est effectivement les résultats d'NVIDIA. C'est assez exceptionnel. Ce qui va être très intéressant à voir, c'est effectivement, non seulement effectivement pour l'entreprise, comment est-ce qu'elle compte encore se développer par rapport à des performances qui sont exceptionnelles. On attend entre 4, 5, 6, 7 fois les résultats en termes de chiffre d'affaires, marge de ce qui a été anticipé l'an dernier. Ce qu'on attend également, c'est de voir comment est-ce que justement l'écosystème réagit un peu dans la durée. Et comment est-ce qu'on pourra interpréter ce qui a été communiqué il y a quelques jours par Nvidia comme étant une bonne nouvelle, mais le marché s'est interrogé. C'est-à-dire que le délai nécessaire à l'obtention des fameuses puces les plus graphiques, les plus utilisées pour l'intelligence artificielle, était passé, je schématise, entre 9 et 12 mois à 3 mois. Donc soit effectivement on a des capacités opérationnelles qui se sont développées de façon exceptionnelle, soit c'est la pression commerciale qui a baissé. Et évidemment, l'interprétation ne sera pas tout à fait la même. Moins de tension, offre-demande, quoi. Voilà. Donc la question, c'est comment, de quel côté ça va peser, et comment est-ce que également Nvidia, et je terminerai par là, va nous emmener dans l'avenir de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire au-delà de ce qu'ils ont été capables de faire, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à leurs concurrents, par rapport aux leurs différentes offres. On entend parler, par exemple, beaucoup d'une offre qui est Grok aujourd'hui, avec des puces très particulières, avec une conception très différente par rapport aux puces graphiques d'NVIDIA. Comment est-ce qu'ils réagissent également par rapport à toutes les offres concurrentielles que veulent développer leurs clients, les fameux clients les plus riches du monde. Ça va être intéressant, mais le plus important, c'est vraiment comment est-ce que cette thématique se diffuse réellement. Pour l'instant, c'est le seul de ces acteurs-là qui a démontré pouvoir être capable de transformer une hype en compte de résultats. Comment est-ce que ça se développe en 18 mois. En 18 mois. Comment est-ce que ça se développe? Comment est-ce que ça va se diffuser également? C'est tout l'enjeu de ce soir, et c'est vrai que c'est un enjeu très important, comme on attendait effectivement les réunions des banquiers centraux dans notre temps très... C'était avant ça. Perdez pas votre temps avec les minutes de la Fed. C'est à 22h que tout se jouera. Edmund, vos commentaires sur ce qui est quand même une emprise fascinante de Nvidia aujourd'hui. Je vois déjà qui soupire. Non, mais tous les jours, on discute la même chose. C'est pas possible. Tous mes clients me posent la même question. Quelle est la question? J'en ai marre. Quelle est la question? Est-ce qu'il faut en acheter encore aujourd'hui? Est-ce qu'il faut acheter toujours la magnifique 7 Nvidia, la Bulia? Et moi, j'ai une doctorania. J'ai aucune idée, moi. J'ai aucune idée. Les Français attendent des réponses. Non. Franchement, personne ne sait pour l'instant. Tout ce qu'on sait, ça va être une révolution. Oui, certainement. Mais dans quelle période de temps? Ça prend combien de temps? Et ça prend toujours plus de temps qu'on pense pour que les sociétés comprennent la technologie.
Et en plus, qui comprennent comment utiliser la technologie pour améliorer leur business model, leur travail. C'est difficile. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Donc oui, Nvidia est le grand gagnant aujourd'hui. Mais on sait aussi avec la technologie, c'est la technologie d'aujourd'hui, la meilleure technologie d'aujourd'hui pour l'IA, c'est Nvidia. Demain, peut-être pas. Pour l'instant, ils ont 90% de part de marché Oui, sur leur fameux GPU. aujourd'hui. On regarde la concurrence qui s'organise, que d'ailleurs les clients de Nvidia font sans doute monter également. Oui, Ils veulent mais pas je te dépendre d'un rappelle, seul Grégoire, fournisseur. qu'en 2006, Nokia avait une part de marché mondiale dans les téléphones portables, 44%. Et ils n'existent plus aujourd'hui. Bon, donc d'un jour à l'autre, on va avoir des disruptions de technologie énormes qui arrivent de nulle part. En 2007, c'était Apple avec l'iPhone. Peut-être ça va être AMD ou une autre société qu'on ne connaît même pas qui arrive, ou peut-être Google qui arrive avec quantum computing, avec une puissance de calcul 1000 fois plus que les GPU OpenAI veut lever d'NVIDIA. quoi 7 000 milliards. Je me suis demandé si j'avais pas mis un zéro de trop pour développer des capacités qui seraient capables de rivaliser avec les capacités de production d'NVIDIA dans le monde. Ben, Google, c'est toujours possible. Ils travaillent sur quantum computing depuis très longtemps. Ouais. Mais on ne sait pas si ça va arriver demain, après-demain, peut-être jamais. Mais on ne sait pas. Mais moi, acheter Nvidia aujourd'hui, il faut être fort. Hein. Après les résultats. Si ça baisse de 20%, non mais si ça baisse de 20% ce soir après les résultats. Mais Grégoire, regarde Super Microcomputer. Et le truc qui flambe de $200 à $1000 qui baisse déjà de plus de 30% en 2 jours. Ouais. Mais 20% de baisse, rien pour Nvidia. Rien. Ce qui me marque quand même, et c'est ce qu'on m'a expliqué hier, c'est que quand je parle de l'emprise d'NVIDIA sur les marchés, c'est que alors déjà c'est 25% de la hausse du S&P 500 depuis le début de l'année, et puis surtout que Nvidia a un impact en cascade sur toutes les classes d'actifs du monde. Même si vous êtes gérant crédit high yield en Europe, vous êtes forcément concerné par ce que va publier Nvidia ce soir, qui aura un impact sur la volatilité des marchés américains, sur le VIX, et donc sur le crédit aux États-Unis, et donc sur le crédit en Europe derrière. Et peut-être c'est ça qu'il faut faire. Il faut acheter le vol implicite sur le Nasdaq 100. Parce que je ne sais pas si ça va monter encore beaucoup plus ou baisser plus, mais encore beaucoup. Mais ça va bouger d'un sens ou l'autre avec les publications d'NVIDIA, avec tout ce qui se passe en ce moment. Et tous les investisseurs, surtout les investisseurs retail, ils ont déjà acheté massivement les fonds technologiques aux États-Unis. Donc ils ont toujours un max en termes de poids. Et ici, la moindre déception... Le marché des options est positionné pour un mouvement historique, alors à la hausse ou à la baisse, sur Nvidia de plus de 10%. Je rappelle que les 2 derniers price action post-publication d'Nvidia sur les 2 résultats précédents, c'était 0, voire légèrement négatif. Ouais. Il ne s'était pas passé grand-chose. Sur Nvidia et sur l'IA en général, c'est ça, vous savez, non mais ce que ça implique sur les marchés, moi c'est ça qui me fascine. On a connu Apple, moi je me souviens, les trimestriels d'Apple, c'était le métronome mondial. Je veux dire, à l'iPhone près, c'est Apple qui dictait la tendance des marchés. Je parle bien de la tendance des marchés. Et c'est un problème, pour un économiste comme moi, c'est un problème parce que... On sait que les actions sont pas, c'est pas l'économie. Ouais. Le problème, c'est que là, ça impacte l'économie tellement c'est gros, ça impactera les conditions financières, comme vous disiez, d'un peu tout. Après, je serais pas d'accord sur l'idée que ça a remplacé Powell, parce que enfin, ça joue encore. Là, le truc, c'est que depuis le début de l'année, on a eu une hausse des taux qui, c'est vrai, n'a pas impacté les marchés actions, mais parce qu'on avait des révisions à la hausse des prévisions de croissance un peu partout, enfin surtout aux US. Voilà. Si on a un frein sur l'économie ou tout ça, on remettra au goût du jour. Powell reprendra le leadership sur la scène mondiale, d'accord. Exactement, avec un impact plus durable que Nvidia. Mais c'est vrai que là, à court terme, c'est le plus gros impact sur les conditions financières globales. Oui, global, oui. Non, Comment vous réfléchissez à la diffusion de cette technologie, notamment par rapport à l'histoire ? Edmund nous dit c'est toujours plus lent que ce qu'on rêve, que ce qu'on espère. Néanmoins, est-ce que, partant d'une base numérique, informatique, mondiale, installée largement depuis les années 2000, est-ce qu'il y a quand même l'idée que si cette technologie est pertinente, et elle semble l'être, est-ce qu'on peut imaginer quand même des résultats, peut-être même y compris sur le plan macroéconomique ou en tout cas sectoriel, peut-être des résultats déjà assez rapides?
Alors, on le voit, enfin, je pense pas, en fait, Ouais. à court terme. Enfin, c'est quelque chose qu'il faudra voir dans 5-10 ans. D'accord. C'est si 5-10 ça a un ans pour impact. vous le rendez-vous. Je en fait. pense. Le Qui est moment de beaucoup plus rendez-vous. rapide que historiquement les révolutions industrielles et tout ça. Mais quand même, ça prend du temps. Aujourd'hui, on voit une productivité qui est très forte aux États-Unis. À mon avis, c'est plus lié au fait que les gens soient équipés pendant le Covid. Enfin, surtout les PME, enfin, on avait vu des investissements dans l'informatique, dans les nouvelles technologies qui étaient énormes pendant le Covid. Et donc ça, potentiellement, ça a un impact maintenant. Mais c'était avant IA, avant Nvidia, IA. quoi. D'accord. Exactement. Il faut voir que au niveau des PME, enfin ce qui fait le tissu économique et donc le PIB, c'est pas les 7 magnifiques, quoi. C'est vraiment la diffusion de tout ça au niveau de l'économie dans les petites entreprises, les commerces et tout ça. Et ça, à mon avis, on voit là l'impact de l'investissement qu'on a fait pendant le Covid, qui fait qu'on a de la productivité qui est pas si mal que ça, surtout aux US. Et d'avoir justement ce relais de l'IA devant, C'est potentiel. est-ce que ça permet de prolonger un peu la tendance qu'on a observée sur les gains de productivité aux États-Unis sur 2-3 trimestres maintenant, Xavier? Alors, mais je pense que ça mettra plus de temps que ça. mettra plus de temps. Et il faut que ça soit un essai transformé, en fait, pour l'économie. Ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, les smartphones ou tout ça, ça n'a pas créé de productivité économique. Ça a créé plus de services personnels. On passe beaucoup de temps dessus, donc on sait que. Où on n'a pas réussi à la mesurer. On ne voit pas dans le PIB. Où D'accord. on n'a pas réussi à le mesurer. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas marchand. Monétisé, oui. Monétisé. Ouais, ouais. Et donc l'AI, pour l'instant, on voit qu'il y a ce qui se développe très vite, c'est ce qui n'est pas monétisé en fait. On joue beaucoup avec. A priori, ça va avoir des implications très importantes aussi pour les business, mais ça met plus de temps à venir. En fait. Ouais. Moi, je dirais que ça commence un peu dans certains secteurs. On a des anecdotes partout autour Voilà, de nous. Hein. Dans certains secteurs, comme par exemple, clairement, on a vu des grands cabinets d'audit aux États-Unis qui ont annoncé des suppressions d'emplois clairement mis au regard de développement d'outils d'intelligence artificielle où ils avaient moins besoin de personnel. Et donc on a un certain nombre de secteurs, la presse aussi en fait partie, mais c'est effectivement pour l'instant c'est relativement réduit. En fait, ce qui pourrait accélérer les choses, et c'est moi ce qui me rend un peu plus optimiste, c'est que en fait cette nouvelle technologie arrive dans un contexte de marché de l'emploi aux États-Unis extraordinairement tendu. Et donc, quand vous avez un marché de l'emploi extraordinairement tendu avec des employeurs fortement sous pression et je dirais que les employeurs sont un peu comme tout le monde, ils détestent être sous pression et ils détestent être dans une position d'infériorité par rapport à ceux qui peuvent offrir leur force de travail. Vous cherchez des alternatives. Donc une des premières alternatives, ça a été effectivement des investissements massifs précédents dans la productivité, ce qui explique probablement la hausse de productivité qu'on a vue ces derniers trimestres aux États-Unis. Mais l'arrivée de l'intelligence artificielle est capable effectivement, dans un marché de l'emploi... C'est une aubaine dans ce contexte. Tendu, d'être particulièrement rentable et de pousser effectivement beaucoup d'entreprises à dire je vais tester des choses, parce que comme j'arrive pas à recruter ou que les candidats sont tellement pénibles par rapport à ce que je souhaite, effectivement, autant le tenter. Et donc ça, je pense que ça peut accélérer les choses, contrairement malheureusement à l'Europe, où en fait on a un marché de l'emploi qui est beaucoup plus laxe, en fait, beaucoup moins tendu qu'aux États-Unis. Donc vous êtes beaucoup moins tenté puisque il y a moins d'incitation. C'est beaucoup plus facile. En fait, c'est beaucoup plus facile de rajouter des gens supplémentaires ou de rajouter des capacités supplémentaires que vous n'êtes pas tendu. Donc vous n'avez pas besoin de prendre un risque. Est-ce qu'effectivement, là où je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, l'intelligence artificielle, compte tenu de la nouveauté de la technologie, c'est un risque parce qu'on sait qu'il y a encore des hallucinations, on sait qu'il y a encore des choses qui sont un petit peu compliquées. Mais quand vous êtes véritablement tendu et d'une certaine manière vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions, vous tentez la chose. C'est ça qui va être intéressant à regarder, y compris d'ailleurs dans les résultats d'NVIDIA ce soir. Est-ce que d'autres entreprises commencent à se positionner sur des développements qui ne sont pas des développements uniquement de second niveau, mais peut-être déjà de premier niveau? On peut penser effectivement que certaines grandes entreprises, grands donneurs d'ordre, pourraient effectivement commencer à travailler très sérieusement sur ces sujets-là. Bon, après, ça a déjà des impacts sectoriels, notamment sur le plan des marchés, j'entends. Tous ceux qui travaillent à fournir des équipements pour les data centers, par exemple, sont directement corrélés aujourd'hui, non seulement au résultat d'NVIDIA, mais à la course du titre NVIDIA. Il y a une corrélation qui s'est créée quand même entre NVIDIA et des secteurs périphériques qui participent, comme vous disiez tout à l'heure, à cet écosystème. Tout à fait. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir effectivement les différents niveaux en fait, de travail, de travaux autour de l'intelligence artificielle, de voir effectivement que vous avez ceux qui fournissent
le matériel. Ça, aujourd'hui, c'est Nvidia, ils essaient de faire autre chose que de fournir du matériel. Pour l'instant, c'est essentiellement ça. Après, vous avez ceux qui fournissent les outils d'intelligence artificielle. C'est essentiellement les GAFAM, les Anthropic, les Mistral AI, les Alpha Sensors en Europe. Et puis, vous avez aussi des acteurs qui sont beaucoup plus spécialisés et qui vont développer en fait des couches logicielles qui vont s'intégrer en fait à ces outils globaux. Donc, on est en train de construire tout un écosystème. Certains sont évidemment les gagnants. Aujourd'hui, on parle d'NVIDIA. Il y en aura d'autres. Mais effectivement, c'est un secteur qui se développe tellement vite qu'en fait, c'est très difficile de savoir qui va gagner par rapport effectivement à la jeunesse globalement, non seulement de la technologie, mais de tout l'écosystème qui est en train de se bâtir autour de ça. Est-ce qu'il faut poser la question de la bulle, Edmund et si oui, la bulle a toujours une connotation très négative dans l'esprit des gens et des investisseurs, évidemment, parce Sauf que... quand on en profite. Mais voilà, j'allais dire, il ne faut pas omettre toute la phase de construction de la bulle. Voilà. Et si on se pose la question de la bulle, à quel stade on en est? De nouveau, les Français ont le droit de savoir. Vous avez les questions les plus difficiles. Oui, la bulle. Effectivement, c'est quand même intéressant de regarder la bulle de 2000. Parce que c'est aussi une bulle technologique, mais ce n'est pas la même chose du tout. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on parlait d'une bulle autour des sociétés basées sur l'Internet, mais on n'a aucune rentabilité. Pas de profit à ce stade-là. Même Amazon, en 2000, ne faisait pas grand-chose en niveau de profit. D'accord? Donc, effectivement, on avait beaucoup de sociétés avec les sites en ligne pour vendre n'importe quoi, mais qui perdaient de l'argent. Tous, et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ils gagnent la Magnifique 7 gagne énormément d'argent. D'accord. Donc c'est pas, oui, peut-être c'est une bulle, mais c'est pas du tout la même bulle. Ouais. Et donc le problème pour moi, c'est et si on regarde les marges de rentabilité, si on regarde l'évolution des bénéfices nets par action de ces sociétés, ils justifient au moins en partie la surperformance de ces titres par rapport au marché. Parce que les bénéfices nets, ils ont évolué de manière extraordinaire ces derniers temps. Oui, non, mais c'est vrai, si on prend, je regardais là avant de venir, si on prend les 7 magnifiques, la performance depuis un an, c'est 2 tiers, 66% ou quelque chose comme ça. Il y a 80% de cette performance, c'est les prévisions à court terme des bénéfices. Et la valorisation, c'est 20%. Voilà. Donc on est beaucoup moins, c'est pas une bulle de valorisation. C'est assez équilibré, finalement. Pour l'instant, oui, c'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est pas la fin de la bulle, s'il doit y avoir une bulle. Peut-être la vraie question, est-ce que cette évolution des bénéfices peut continuer à l'infini? Parce que déjà, les marges de rentabilité sont au niveau historiquement haut. On a toujours ces questions, par exemple, de réglementation en Europe et aux États-Unis, peut-être, qui va quand même, à un moment donné, qui va être introduit, qui va quand même calmer les marges un peu, parce que les sociétés vont avoir des contraintes. Enfin, les contraintes légales. Et si ça existe en Europe et aux États-Unis, ils ne peuvent pas continuer à augmenter leur marge de rentabilité, parce que, par exemple, avec Apple, dans les services, avec la App Store, ils prennent 30 centimes sur chaque dollar. Oui. 30%. On a vu le dossier Spotify contre Apple qui est réglé aujourd'hui au niveau européen avec une amende. Et on a la même souci avec Google, avec Meta, avec le marché de pub en ligne. Donc, effectivement, les régulateurs commencent à regarder comment ils font les bénéfices. Et en Europe surtout. En Europe, mais aussi aux États-Unis. Ça commence aussi. Ouais. Donc, attention. La question, c'est qu'effectivement, dans ces valeurs-là, on se rend compte qu'il y a un phénomène qui se développe énormément, qui embête beaucoup le régulateur, mais il a beaucoup de mal à voir par quelle face il peut l'aborder. C'est le vainqueur capte tout. Exact. Et ça, c'est effectivement... et j'ai trouvé ça très intéressant, en particulier dans la publicité en ligne. En fait, on voit que, en termes de plateforme, vous avez un écart maintenant qui se crée, qui est extraordinairement fort entre les 2-3 gagnants. Et sur les réseaux sociaux, le gagnant c'est Meta, et les autres réseaux sociaux captent quasiment rien. Sur la publicité concernant effectivement le commerce, c'est Amazon. Les autres gagnent quasiment rien. Et en fait, à chaque fois, on a sur un domaine particulier, le gagnant prend tout, the winner takes all. Voilà. Et donc la question, c'est comment est-ce que on en laisse un peu aux autres. On s'occupe de ça pour continuer à générer de la concurrence. Qu'est-ce qui est en fait
cohérent avec les règles de marché et qu'est-ce qui n'est pas cohérent et donc qui veut dire que le marché fonctionne pas bien. Et tous les régulateurs rament énormément là-dessus parce que en fait on est sur des marchés qui se constituent au fur et à mesure. Donc le régulateur en fait court après à chaque fois en voulant évidemment quand même ne pas casser des élans économiques. Et donc là on se retrouve effectivement avec beaucoup de points d'interrogation. On voit qu'à chaque fois que le régulateur s'intéresse à ces questions-là, il y a quand même moins, mais de temps en temps un temps de retard. Ça devient de plus en plus compliqué de contrer ce phénomène-là. Ouais. Si je ramène Jérôme Powell sur le devant de la scène, Xavier, le retour de Jérôme Powell. Non, on parlait de la productivité tout à l'heure. L'histoire de la productivité américaine est d'autant plus fascinante qu'elle n'existe qu'aux États-Unis aujourd'hui, Xavier. Cette divergence ou ce divorce transatlantique sur le plan de la productivité, est-ce que c'est un divorce grandissant devant nous ? Est-ce qu'on peut imaginer, vous le disiez tout à l'heure, il y aura peut-être un moment où la productivité, les gains de productivité vont se tasser aux États-Unis ? Est-ce qu'on peut imaginer une reconvergence de ce point de vue-là ? Et puis on en viendra bien sûr à la politique monétaire, est-ce que ça peut impliquer ? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que cette productivité, elle explique une grande partie du confort actuel de la Réserve fédérale américaine. Oui, et surtout par rapport à la BCE d'ailleurs. Et surtout toujours par rapport à la BCE, bien des sûr. Salaires, un problème de productivité bien sûr. Et donc de coûts. Ouais. Alors je regardais aussi, c'est vrai que si on regarde par rapport à la période avant Covid, les États-Unis là ont une productivité qui a beaucoup augmenté, 6 points alors qu'en zone euro c'est 0. Le truc, c'est que c'est mesuré très très différemment. En fait, si on prend les mêmes mesures, on est à 2 en zone euro et 6 aux US. D'accord. C'est parce que c'est pas le même secteur public. C'est bien de le rappeler alors. Donc voilà. Et en fait, du coup, si on prend ça en compte, ça fait 4 ans, on a pris 2 points de productivité dans la vue en Europe par rapport aux États-Unis. Sur 4 ans, ça fait 0,5 points par an. Et c'est la moyenne des 30 dernières années. D'accord. L'Europe est à sa place, quoi. Derrière. Derrière. Pour l'instant, on ne voit pas de rattrapage de l'Europe, on ne voit pas non plus de décrochage par rapport aux États-Unis. Je comprends. C'est graduellement moins bien en Europe. Ah ouais, ok. Et malheureusement, on ne voit pas de gros changements là-dessus. Oui. Ouais. Sur, alors, spécifique fait de l'inflation, donc Jérôme Powell nous dit il faut regarder le core CPI 3 mois annualisé, c'est la mesure de momentum qui nous intéresse en ce moment. Ben, on en est là, oui. À bas le year-on-year economics, on regarde le 3 mois annualisé. Cette mesure-là, elle a marqué un point bas en août. Depuis, elle n'arrête pas de remonter. Elle est encore remontée sur la marque de janvier qui a été publiée la semaine dernière. Elle est surtout remontée en janvier, parce qu'en fait, sur la seconde partie de l'année dernière, c'est la partie énergétique. Mais hors partie énergétique, on avait un gros ralentissement sur l'inflation core. Même en momentum, 3 mois, 6 mois, 6 mois, vous prenez la mesure que vous voulez. Par contre, en janvier, il y a vraiment eu un... Est-ce que c'est l'effet saisonnalité de janvier qui est toujours un mois plus volatile que les autres ? Est-ce que c'est un simple blip ? Ou est-ce que ça peut être une remise en cause plus structurelle de ce qui porte les marchés aujourd'hui, à savoir le Goldilocks, de la bonne croissance et de la désinflation ? À mon avis, c'est un peu des deux. Il y a un effet janvier et puis un effet sur des composantes, les loyers, on n'a pas bien compris pourquoi ils réaccéléraient en janvier. Enfin, il y a quelques éléments qui sont comme ça un peu troublants. Mais en fait, ce que ça montre quand même, c'est qu'on a fini la baisse de l'inflation des biens. Il n'y a plus à attendre de ce point de vue-là. C'est derrière nous, on est revenu à 0 d'inflation et ça se stabilise là. On a eu aussi la baisse de l'inflation dans les transports aériens, enfin tous les effets de second tour du Covid, l'hôtellerie, tout ça, ça avait énormément baissé l'année dernière. Ça aussi, c'est plutôt derrière nous. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'une fois que ces éléments sont derrière nous, l'inflation dans les services cœur, ce dont on a beaucoup parlé, on nous a un peu moqué les économistes, parce qu'évidemment, si on enlève tout ce qui baisse, le reste ne baissait pas. Mais c'est vrai quand même que la partie de l'inflation, services domestiques, liés au salaire, tout ça, ça ralentit beaucoup, beaucoup moins vite. Aux États-Unis. Et donc, le risque, pour nous, c'est pas que l'inflation réaccélère là à court terme, c'est qu'on commence à stagner avec une inflation un peu en dessous de 3, ce qui n'est pas horrible, mais c'est pas 2. D'où la prudence dans les baisses de taux des banques centrales. Et le marché s'étant réaligné à peu près sur la Fed, partant du mois de juin, est-ce que juin, c'est au minimum au mois de juin qu'on baisse les taux, ou est-ce que ça veut dire que ça peut être beaucoup plus tard ?
Ça peut être plus tard. Je pense que ça, avril, le risque juin, principal de ce scénario, c'est que ce soit plus tard que juin. D'après les derniers chiffres qu'on a eus, oui. Ouais. Après, il y a pas mal de chiffres à venir d'ici là. Et donc, je pense que mai ou juin, ça reste le scénario central. Mais oui, le risque se décale. Ouais. Edmond, sur le fait déjà que le marché s'est réaligné avec les projections du dot plot. Alors ça a bougé un peu sur le marché obligataire, mais sans sortir du range. Et sur les marchés actions, j'allais dire, ça n'a défrisé personne. Voilà. Personne n'a vu ce qui s'était passé Non, sur les mais marchés c'est un peu obligataires. bizarre parce que c'est peut-être aussi grâce au marché action qu'on a ce problème. Parce que si on regarde les États-Unis, le marché d'emploi, on a quand même un excédent de retraités aux États-Unis depuis la pandémie Covid qui maintenant est 2,5 millions de retraités. De plus. Ouais. Plus que prévu. Donc, D'accord, oui, au-delà de la tendance. Quoi. Donc, Oui, oui. si on parle effectivement un marché Oui, des gens qui sont partis plutôt du marché du travail mais parce on que parle les du marché de travail qui est peut-être 170 millions, 2,5 c'est beaucoup. Ah oui. 2,5 millions Oui, de oui, plus. C'est énorme. Ben, il faut les trouver quelque part. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec les augmentations de salaire. La bonne nouvelle, quand je regarde par exemple les sites web comme Indeed.com, c'est que les augmentations de salaire se calment. Ouais. Ceux qui changent de job sont pas forcément mieux payés que ceux qui restent. Voilà, pas comme avant. Pas comme avant. Voilà. Donc, j'espère que dans les prochains mois, on va commencer à voir ça dans les statistiques officielles. Mais est-ce qu'il faut considérer dans les scénarios de risque le risque que la Fed ne baisse pas ses taux? C'est ce qu'on m'a dit un peu de manière provocante cette semaine. Non, mais ne les baisse pas aussi rapidement que ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est-à-dire juin et peut-être juillet, voire septembre. Je ne sais pas. Non, je pense qu'ils peuvent commencer en juin, mais peut-être la réalité, c'est que la tendance baissière va être un peu lissée un peu, et donc ils vont pas aller à toute vitesse, et ils vont faire ça, baisser le taux progressivement, parce que à long terme, le taux Fed Funds à long terme, c'est 4,2%, à très long terme sur 70 ans. Donc, on est à 5,50. Donc, on peut baisser vers 4%, mais 4%, c'est peut-être le taux plutôt neutre, le moyen long terme. Donc, on peut descendre vers ça. Après, on verra. Oui, l'idée n'est pas de redevenir accommodant aujourd'hui du point de vue de la politique monétaire. On me dit souvent le timing des baisses de taux, on s'en fiche, ce qui compte, c'est la séquence, etc. Moi, je trouve que le timing est quand même toujours important parce que le timing des baisses de taux et le timing pour les marchés, ça a eu une implication sur toute la suite de la séquence. Absolument. Je pense que ça c'est effectivement important. Et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on voit qu'au sein même des comités de politique monétaire, on a maintenant vraiment les deux approches qui se développent. Quand on regarde la Fed, récemment, on a eu quasiment le même jour, on avait Raphaël Bostich de la Fed d'Atlanta qui nous disait il faut aller vers 2 baisses de taux maximum et attendre l'été. On a vraiment tout le temps nécessaire, ça n'est vraiment pas la peine de se presser. Et le même jour, on a Austin Goldsby, et là aussi membre du comité de politique monétaire de la Fed, qui nous disait il est vraiment important de commencer plus tôt plutôt que plus tard, parce que sinon on va vraiment être en difficulté sur le volet de notre deuxième mandat, qui est l'emploi. Et donc on voit qu'on a... Et on devra en faire plus. Si on commence plus tard, on en fera plus. Exactement. Et donc on a véritablement ces deux approches qui sont en train de se développer. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est, pour revenir sur le débat qui a été levé, c'est qu'on a cette augmentation de la productivité aux États-Unis qui fait qu'on a les augmentations de salaire aux États-Unis qui font en sorte que les salaires réels aux États-Unis progressent moins vite que la productivité. Ça, c'est désinflationniste. Vous avez un problème, et je comprends le problème de la BCE, quand vos augmentations de salaire réels sont supérieures à vos gains de productivité. Là, c'est l'inverse. Et donc, en fait, quand vous regardez d'un point de vue strictement froid, il n'y a aucun problème lié au salaire aux États-Unis. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est effectivement, est-ce que vous considérez que vous avez une partie de l'inflation liée aux services qui peut durer très longtemps? C'est largement lié aux interprétations qu'on fait du marché de l'emploi. Et c'est là où en fait on voit les deux analyses qui se répondent. Certains disent effectivement le marché est extrêmement solide et regardez les dernières créations d'emplois, ils sont beaucoup plus fortes que prévu. D'autres, et moi je fais plutôt partie de ce camp-là, disent attention, on a une baisse depuis quelques mois du nombre d'emplois à temps plein aux États-Unis. Ça s'effrite. Le nombre d'emplois à taux plein aux États-Unis est en train de baisser. Et effectivement, comme le disait justement Edmund, quand on regarde l'indicateur Wage Tracker de la Fed d'Atlanta, normalement, il suit avec retard l'indicateur de Indeed. Donc, on va avoir cette baisse. On a des signaux de fragilité qui sont en train de se monter. Et donc, moi, le signal de prudence que je donnerais, c'est en fait, les banquiers centraux ont tendance toujours, une fois qu'ils ont enclenché un mouvement, à aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et donc, une fois que le mouvement sera enclenché, je ne serais pas étonné qu'on aille par palier de 50 plutôt que par palier de 25. Donc, ça peut effectivement commencer
en juin ou en juillet, mais aller relativement vite au fur et à mesure que le marché de l'emploi se dégrade. Si effectivement on a de bonnes nouvelles macroéconomiques et que finalement ça dure très longtemps, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les bonnes nouvelles au niveau de la croissance font que la Fed peut attendre. La procrastination est l'avenir de Jérôme Powell aujourd'hui. Donc il n'y a aucun problème. Mais ça ne veut pas dire que ça peut durer jusqu'à après l'été. Je pense qu'ensuite, ça peut aller quand même relativement vite. Il faut faire très attention aux détails du marché de l'emploi. Qu'est-ce que vous comprenez de la fonction de réaction des banques centrales aujourd'hui, à ce stade-là, Xavier et c'est vrai qu'on voit aussi le débat au sein de la Banque Centrale Européenne. C'est un peu le trade-off que Villeroy de Galhau, par exemple, propose au faucon de la BCE. Vous qui n'aimez pas baisser les taux, dites-vous bien que si on commence à les baisser le plus tôt possible, quand le moment sera venu et qu'on aura la confiance suffisante dans la baisse de l'inflation, après la publication de la série des salaires négociés du premier trimestre 2024, une fois ce moment venu, partons le plus tôt possible, car on pourra être beaucoup plus progressif dans nos baisses de taux et surtout maintenir à l'arrivée un taux terminal beaucoup plus élevé. Vous, les orthodoxes, c'est ce que vous aimez. Oui. Non mais je trouve que l'idée, je trouve que le trade-off est intelligent pour essayer d'amener les faucons à converger vers cette idée qu'il faudra quand même baisser les taux et peut-être pas plutôt plus tard, quoi. J'espère que les faucons vont l'écouter. Ouais. C'est-à-dire que d'un point de vue risque économique, ça fait tout à fait sens de commencer à baisser graduellement, ce que vous disiez pour la Fed, et le fait de commencer tôt permet d'être assez souple, sachant qu'on a du mal à estimer quel sera le taux terminal. Donc autant y aller doucement vers le taux terminal que de façon abrupte. J'ai une crainte que la BCE soit plus, au niveau global, plus attentiste que ça. L'histoire a montré que c'était un peu compliqué pour les membres au quiche de la BCE. Villeroy ne représente pas encore le barycentre là, de ce point de vue-là, quoi. Oui, exactement. Ouais. Et là, il y a encore l'opposition entre les pays du Nord et les pays du Sud en Europe sur tous ces sujets-là. Alors qu'économiquement, contrairement aux États-Unis, nous, on a plus de raisons de penser que l'inflation va revenir assez vite vers les 2% et que le risque sera à peu près équilibré entre une inflation plus élevée et plus basse que ça. Et la croissance nous donne beaucoup moins de temps qu'aux États-Unis. Et de toute façon, on stagne déjà depuis 1 an et demi en zone euro. Donc on a plus de raisons, j'allais dire, de commencer à baisser les taux un peu plus tôt. Une fois qu'on a dit ça sur la politique monétaire et l'inertie historique de la BCE, quand on regarde le policy mix tel qu'il se dessine dans son ensemble, avec la partie budgétaire... C'est une des raisons de plus pour lesquelles la BCE pourrait avoir à baisser les taux. On voit que... Ça peut aider la BCE à baisser les taux. C'est-à-dire avoir un peu de restriction budgétaire qui revient dans le pipe, c'est quelque chose qui peut à un moment pousser la BCE vers une accommodation un peu plus rapide. Si les gouvernements freinent un peu par eux-mêmes, c'est ce qui est en train de se passer ou pas ? Besoin de freiner. On bascule dans un truc un peu plus austère ? Je dirais pas qu'on bascule, mais on est dans une légère austérité, que ça soit en Allemagne à cause de la décision de la Cour allemande, ils ont annoncé un peu plus de restrictions budgétaires. En France, en tout cas, on essaye de tenir notre cible de déficit à 4,4%, ce qui est déjà pas une cible très orthodoxe, très rigoureuse. Oui. Et donc évidemment, là, oui, enfin, donc le gouvernement d'aucuns font remarquer que les jauges ont augmenté un peu de partout dans le monde et que si les États-Unis sont une économie leader, elles tournent avec un niveau de déficit, que la France n'a pas à envier. Oui, mais la France a la politique monétaire de la BCE et l'euro, donc elle doit s'aligner sur les Européens, pas sur les États-Unis. Après, c'est pour ça qu'ils ont annoncé 10 milliards, le gouvernement français, 10 milliards d'économies, et c'est avec une prévision de croissance qui, à 1%, reste plutôt dans le optimiste. La partie optimiste du consensus. Donc on pourrait avoir un peu plus encore de réduction. Ce n'est pas une austérité comme on a pu le connaître dans les années 2010-2011, mais c'est clairement une politique. Ce schéma-là, on l'écarte quand même, Xavier. Oui. C'est pas tenable politiquement. On a des élections européennes en juin. Donc une dose, oui, mais revenir au schéma qui prévalait 2010-2012, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Par contre, oui, comme vous le disiez, aux États-Unis, là, il n'y a pas d'ajustement, en fait. Voire même, on voit encore des chèques annoncés liés à l'IRA, tout ça. Mais en même temps, jusqu'aux élections... Et un possible shutdown le 1er mars. Et impossible, oui. Compte tenu de la configuration politique aux États-Unis, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Enfin, les débats budgétaires vont être compliqués. Exactement. Et il n'y aura pas de grandes décisions avant l'année prochaine.
Donc pour l'instant, on est toujours avec un État américain qui met de l'huile sur le feu. J'ai l'impression que les investisseurs globaux préfèrent quand même le policy mix américain au policy mix européen aujourd'hui, Edmond. Ah ben c'est sûr. Quand l'État donne de l'argent... Et en plus, on parle des bons vigilantes, on me dit quand même que... le monde est de réserve. L'Istrus octobre 2022. Non mais il faut pas comparer avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni c'est à part. Hein. C'est vraiment un cas à part. Parce que franchement. Donc même avec Trump à la Maison Blanche en novembre 2024, un scénario à la Liz-Truss sur les treasuries, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit. Non, mais c'est une crainte. C'est une crainte pour nos clients. Hein. C'est une crainte énorme pour nos clients. Ils me posent cette question. Est-ce qu'il faut acheter Nvidia et est-ce que je dois continuer d'avoir des treasuries américains? Et voilà. Et vous leur dites quoi là? Pour l'instant, oui, mais je pense que honnêtement, si on regarde le marché des obligations souveraines aux États-Unis, je préfère largement acheter les TIPS, ça veut dire les obligations indexées sur l'inflation, au cas où. Parce que c'est vrai que si Trump passe le mois de novembre, il va quand même essayer de réduire encore les impôts à un moment donné. Et s'il réussit à faire ça, là, la conclusion pour la politique fiscale, c'est pas top. Ça me rappelle l'Istrus. Non, pas l'Istrus quand même. Non, mais... Quand même. La grande différence, c'est quand même le dollar américain reste quand même la monnaie de réserve du monde pour l'instant. Pour l'instant. Ça peut changer, mais pas d'un jour à l'autre. Voilà, ça prend du temps. Le problème, c'est que les États-Unis restent le thermomètre. Et donc, casser le thermomètre, on ne sait pas exactement ce que ça fait. On ne saura plus quelle température il fait. Quoi, oui. Si on parle de la Chine, c'est maintenant, Wilfried. Oui, non, mais on en parle du coup. Moi, je suis frappé par... alors, bon, les mesures s'accumulent. Donc là, maintenant, c'est les grands investisseurs institutionnels. Ils ne peuvent plus vendre d'actions les 30 premières minutes de la séance, ni les 30 dernières. Bon, bref... il y aurait de la surveillance pour savoir qui vend. Oui, voilà. Tu parles. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a des mesures de soutien. Les marchés actions chinois ne baissent plus. Oui, tout à fait. Mais je suis frappé de voir qu'il n'y a pas de rebond. Quoi. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une réaction de marché forte et dynamique. Disons que c'est quand même compliqué d'avoir confiance dans le marché structurellement en Chine quand on voit effectivement ce qui est en train de se passer dans l'organisation de ce marché par les autorités. Enfin, c'est très difficile pour un investisseur international de décider, de dire que c'est le bon moment. Après, effectivement, tactiquement, on peut penser qu'il y a des ratios de valorisation qui sont extrêmement faibles, mais y aller de façon structurelle, c'est quand même extraordinairement compliqué aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe beaucoup, je m'en suis déjà longuement expliqué, mais je pense qu'il faut le redire, ce qui me frappe énormément, c'est la différence de tenue depuis 15 ans entre les marchés actions chinois et les marchés obligataires. Ah oui. Le marché obligataire chinois se porte très très bien. C'est cher. Celui qui est même cher, peut-être. Celui qui a investi depuis 15 ans dans le marché obligataire chinois, il va très très bien. Il va beaucoup mieux que celui qui a investi dans les marchés obligataires occidentaux. Et ça me fait dire qu'en fait, le modèle chinois, c'est véritablement financièrement un modèle allemand. C'est-à-dire être une réserve de valeur, être une réserve de solidité, pour essayer effectivement d'être ce pôle alternatif financier par rapport aux pays du Sud. Le problème, c'est qu'à force de vouloir absolument ça, on appauvrit le tissu économique chinois et donc on s'empêche de faire cette fameuse relance de demande intérieure que tout le monde demande. Et ça finit par poser un certain nombre de problèmes. Vous ne pouvez pas vous positionner uniquement sur la solidité financière sans avoir une croissance économique forte. Et le modèle allemand ne fonctionnait que parce qu'il y avait à la fois l'ouverture du marché européen et l'ouverture globale des marchés mondiaux. Là, aujourd'hui, quand vous avez une espèce de fermeture, en particulier aux produits chinois, ça ne fonctionne de moins en moins. Donc là, la problématique chinoise, elle est là. Elle est comment est-ce que j'équilibre mon souci d'être extraordinairement fiable d'un point de vue financier, mais de quand même consolider ma croissance. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la solution. Peut-être que ça va venir. J'ai l'impression qu'en fait, ils font quand même des efforts sur la partie, justement, taux d'intérêt, des efforts quand même très importants. Pareil pour l'achat, j'ai vu, de programmes immobiliers chinois par des entreprises d'État, directement. Ça peut contribuer à solidifier le marché. On n'est pas encore dans une situation qui donne, je pense, structurellement confiance. Est-ce que vos clients vous demandent s'il faut acheter des actions chinoises? Non. Non, pas pour l'instant, parce que les investisseurs étrangers, ils ont énormément souffert ces derniers temps, ils sont tous vendus.
Normalement, sauf nos clients asiatiques, évidemment, qui regardent de très près le marché. Mais notre conseil, c'est très, très simple. Si on achète les actions chinoises aujourd'hui, il faut faire ça avec un produit structuré pour protéger à la baisse. Première chose. Et deuxième chose, il faut quand même favoriser le marché domestique, le fameux A-shares, parce que si le gouvernement si le gouvernement va soutenir un marché, ça veut dire le marché où les investisseurs domestiques investissent, qui est quand même le A-shares, et ils s'en fichent de Hang Seng. Les internationaux, ça les... Ah oui. Je sais pas, le marché est tellement déserté. J'ai même vu qu'ils avaient musclé leur réglementation ESG pour essayer de coller à ce que fait l'Europe, en se disant, tiens, ça va peut-être réattirer quand même des investisseurs étrangers. Ça peut être intéressant, peut être quand même les grandes boîtes technologiques chinoises comme Alibaba qui peuvent quand même racheter leurs propres actions. Cash flow record chez Alibaba, et l'action est au plus bas. Et voilà, c'est peut-être le moment, le meilleur moment. Non, les dernières décisions montrent pour moi deux choses. La première, c'est qu'ils ne veulent pas faire une relance généralisée. On voit qu'ils ont baissé le taux 5 ans, celui qui sert à pricer les prêts immobiliers, pas le taux 1 an qui sert à pricer les autres crédits. Donc on voit que c'est vraiment ciblé. Il faut stabiliser l'immobilier, le marché domestique. Et les banques derrière. Oui. Du coup, les banques derrière. Et puis les ménages, qu'il n'y ait pas trop de remous là-dedans. Ça, a priori, ils peuvent encore le faire et pourront le faire. Ce qu'on voit aussi, c'est que si le président il continue sa stratégie de reprendre le contrôle et de plus... Même s'il continue à dire qu'il veut libéraliser les marchés et tout ça. Le grand papier du FT, retour des milices de l'armée rouge dans les entreprises chinoises. Des services de sécurité fournis par l'armée rouge et ça, dans les pas entreprises de nature chinoises. à donner très confiance à l'extérieur. Moyennement. Non, mais... Merci beaucoup, messieurs. Bon Nvidia à vous trois. On se retrouvera dans le monde d'après. Edmund Ching était avec nous, le directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management, Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, et Xavier Chapard, stratégiste chez LBPM.